Les tiny house, c'est une vraie tendance. 5000 tiny house en France aujourd'hui. Nos experts sont avec nous pour parler de ce phénomène. On a bien sûr Marie du Beaujolais-Val-de-Saône. Bonjour Bruno. Guillaume qui vient pour la première fois de Montpellier. Bonjour Bruno, merci. Et voilà, et bien évidemment, la charmante Tiffany qui vient du Nord. Merci. Et qui nous prépare un pâté au maroilles des familles. C'est ça, pâté au maroilles qui a été fait directement du producteur. Donc, Au consommateur, tu vas nous faire passer ça. C'est ça. Alors, c'est toujours un honneur et un plaisir de présenter le grand, le beau, notre notaire attitré, notre notaire préféré, représentant de la Chambre des notaires de Paris. Maître Pontenot est avec nous et nous éclairera sur la législation des tiny house, notamment dans cette partie qui n'est pas simple. Hein. Je vais avouer mon incertitude, oui, Bon. sur la question. Bon, pour commencer cette partie, Tiffany a bien travaillé. Elle a été demandée aux passants. Qu'est-ce que c'est une tiny house? Regardez. Oui, c'est les petites maisonnettes. Enfin, je sais pas si c'est les conteneurs ou, mais en tout cas, les petites maisons, en effet. Pour moi, c'est des toutes petites maisons qu'on peut transporter et déplacer facilement. Comme ça, on peut les emmener où on veut. Ce sont les petites maisons en Amérique, je crois, ou qu'on trouve maintenant un peu en Europe, qui peuvent servir de résidence secondaire. C'est ça? Il y a beaucoup de tiny house aux États-Unis. C'est très très pratique, je trouve, et les construire beaucoup de variétés de tiny house parce que c'est beaucoup plus affordable. Et est-ce que vous en achèteriez? En tout cas, c'est pas dans mes projets. Non, c'est trop petit. Il n'y a pas assez de place pour moi. Je trouve ça chouette. Ça peut être pas mal. Ça peut être un bon investissement. C'est très joli, mais je saurais pas y habiter. Je suis claustrophobe. Moi, j'ai besoin d'espace et que toute ma famille ait vraiment chacun son espace. Si l'opportunité se présenterait, je dirais pas non. Eh ben, ils savent, hein, quand ma même. grande surprise. Je m'attendais à avoir des noms et en fait, toutes les personnes savaient ce que c'était une tiny house. Une tiny house, Non, tiny house. Fais-moi Moi, je goûter suis- le maroilles plutôt, là, Allez, parce vas-y, que le tiens. pâté au maroilles, c'est bien gentil, mais... Par contre, ils parlent tous de petits logements, Ouais. alors que c'est pas plus petit qu'un studio à Paris. On est entre 15 et 48 mètres carrés. Alors, Bah, c'est juste- pas plus petit, mais originellement, justement, la tiny house prône un mode de vie minimaliste. C'est originaire donc des États-Unis, comme ils ont pu le dire d'ailleurs au reportage. Et oui, c'est un mode de vie minimaliste avec des petits espaces et une petite consommation énergétique. Donc, C'est ça. C'est peut-être pour ça. Écologique. Et écologique. Bon, on va regarder, grâce à des images qui nous ont été prêtées par la chaîne Gulli, les tiny house font les beaux jours de cette chaîne. On voit effectivement à quoi ça ressemble une tiny house en construction ou même déjà aménagée. C'est toujours très très bien optimisé. Hein. Alors, elles sont très souvent livrées déjà montées. En fait, elles arrivent sur des convois exceptionnels avec une grue et directement posées. Ça a l'air d'être assez grand finalement. Hein. Ah ouais, alors après, ça peut être petit. Il faut savoir que du coup, normalement, c'est un convoi exceptionnel, comme tu disais tout à l'heure. Mais par contre, on peut le transporter nous-mêmes si ça fait inférieur à 3,5 tonnes et que ça mesure 2,55 m au maximum. Ouais. Donc, on pourrait le transporter par nous-mêmes. Alors j'ai vu en Nouvelle-Zélande qu'il y avait une famille de 4 personnes qui vivaient dans une tiny house de 8 mètres carrés. Waouh, je peux Bah là, on est tranquille, là. C'est optimisé. Ah non. Là, on C'est est vrai. sur l'optimisation totale, hein, on est d'accord. Ah, il dort ma cat, hein. Non, il y a les enfants sont dans le placard. Ah, Voilà. Bon, alors, quid des tiny house en France? C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que ça peut être une bonne opportunité pour vous qui nous regardez? Et j'ai envie de me retourner vers Alison, notre investisseuse favorite sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène en tant qu'investisseuse et peut-être même en tant qu'utilisatrice potentielle? Alors, je me suis dit, OK, à quel moment c'est rentable pour une personne d'investir dans ce genre de logement? Et il y a plein de cas où, en fait, c'est presque une évidence. Ça veut dire, lorsqu'on veut acheter, parfois, on ne trouve pas un bien dans la zone où on recherche, ou alors on n'arrive pas à avoir de financement à hauteur du bien. Donc là, dans ce cas-là, il suffit parfois d'avoir un terrain non constructible pour pouvoir y mettre sa tiny house avec certains accords de la mairie. Ouais. On verra avec... Maître Pontenot, oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, vous achetez donc votre tiny house, vous la mettez sur votre terrain. Ça va vous coûter environ 50 000 €, comme on l'a vu. Pour vous donner un exemple, dans la région de Metz, si vous achetez une tiny house, vous la mettez sur votre terrain, ça va vous coûter 50 000 €, alors que pour un appartement qui représente la même chose en termes de mètres carrés, vous allez être à peu près à 180 000. Ah oui. Donc, on n'est pas du tout sur le même montant. Et du coup, on a une rentabilité vraiment énorme. On peut aller sur des 30-40% lorsqu'on est en location saisonnière. Donc, ce Ouais, qui c'est est ça. énorme. Par contre, pour moi, le gros point négatif, parce qu'il y en a un,
c'est que ce genre de logement ne bénéficie pas de l'inflation, donc il ne prend pas de valeur avec le temps, Oui, il et puis décote. c'est du mobilier, c'est pas de l'immobilier. Exactement. Et d'ailleurs, du coup, ça peut s'acheter grâce à un crédit à la consommation que Ouais. je recommande moyennement parce que ça coûte très cher un crédit à la consommation, mais plutôt que de ne pas acheter, il vaut mieux acheter avec un crédit à la consommation. Bon, Alison, toujours les bons conseils, mais alors attention. Moi, je voudrais Attention, rebondir. le terrain non constructible. Ouais, moi, j'ai un cas particulier dans le Beaujolais. Un couple d'ingénieurs trentenaires pose une tiny house sur un terrain non constructible à l'orée d'un bois. Et ça fait 2 ans, donc ils n'ont pas pu témoigner parce qu'ils sont encore en procès. Ça fait 2 ans qu'ils sont en procès avec la mairie, puisque la mairie leur demande justement de quitter les lieux et d'enlever la tiny house. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc Alors, sur un terrain non constructible, c'est pas gagné. Oui, mais alors d'un autre côté, il y a des villes, par exemple Grande-Synthe dans le Nord, Le Mans, les éco-hameaux en Ardèche et dans le Var. Il y a plusieurs collectivités qui encouragent ces tiny house grâce à leur faible consommation énergétique. Alors, maître, vous qui êtes notre maître à penser sur la législation, qu'est-ce que c'est que la législation des tiny house en France ? Il n'y en a pas, spécifiquement. Au revoir, monsieur. Allez, à plus tard. Mais on essaie de la raccrocher, selon les circonstances, à une des législations qui existent. Ouais. Ça peut être soit la législation sur les véhicules, comme les caravanes, soit la législation sur les campings, pour les habitations légères de loisirs, soit la législation carrément des constructions, si on a une tiny house qui n'est plus mobile, qui est vraiment sédentarisée comme une maison qu'on aurait posée dans le terrain. Et on est toujours entre ces 3 législations. Et en tout cas, c'est clair qu'il y a des règles à respecter. Ce n'est pas une zone de non-droit, mais on se demande toujours, en fonction du contexte, laquelle de ces législations doit être appliquée. Oui, et puis ça dépend aussi de la mairie et de la ville dans laquelle on est. Et de la taille de la tiny house. Et de la taille de la tiny house. Moins de 20 mètres carrés, c'est une déclaration préalable à la mairie. Et plus de 20 mètres carrés, c'est très souvent un permis de construire. Alors, plus précisément, si vous êtes intéressé par une tiny house, vous pouvez l'installer sur un terrain non constructible, entre guillemets, si elle reste mobile. L'usage doit en être récréatif, c'est-à-dire ne pas l'habiter à l'année, et interdit de l'occuper plus de 3 mois consécutifs. Donc là, on n'est pas sur une habitation, on est sur... on est vraiment sur un véhicule à usage récréatif. Comme un camping, en fait. On est sur un camping comme les mobilhomes. Un camping-car. Et pour autant, tu as des personnes qui s'en servent comme résidence principale. Donc là, les règles ne sont pas applicables. Bon, Guillaume, ça tombe bien que tu parles, puisque tu as été voir un garçon très malin. Alors, j'ai été voir un garçon très malin, juste pour amener une petite précision. Il y a clairement un flou juridique sur les tiny house. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en France, il y a justement des collectifs qui sont formés et qui vous accompagnent dans l'installation de votre tiny house si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure. Il y a même des écolieux où on réunit des tiny house. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives autour de ça. Et ces collectifs sont hyper réactifs, donc c'est hyper intéressant. C'était pas ma question initiale, mais alors Thibaut Mallet. Pour revenir on à en la est où question, Thibaut Mallet, donc un designer bois qui est très malin, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. Donc il a décidé lui de construire lui-même sa tiny house. Il a mis entre parenthèses sa vie pendant 8 mois pour ce chantier. Et même si la tiny house est une petite habitation, il n'en reste pas moins que c'est une habitation complète avec vraiment tous les corps de métier réunis au sein de... et complexe et astucieuse. Exactement. Je suis passionné par l'architecture et les micro-habitats depuis longtemps. Et l'idée, c'était de devenir propriétaire à moindre coût et également de générer des revenus locatifs. Première étape, c'est de trouver le lieu où on va commencer le chantier, donc trouver un hangar assez grand pour pouvoir intégrer une micro-maison. Et ensuite, bien se renseigner sur le budget et sur les étapes de commande des matériaux. Donc ça, c'est les grandes étapes de conception en fait, qui prennent plusieurs mois avant le chantier. Donc c'est vraiment tout un travail de conception en amont sur des plans et des 3D pour vraiment optimiser au maximum l'espace. Moi, j'avais budgétisé à 25 000 € de matériaux. Ça m'a coûté un petit peu plus parce que j'ai intégré une terrasse et beaucoup d'autonomie en énergie et en eau. Donc je suis à 32 000 € pour le budget total du projet. À savoir que j'ai tout fait moi-même, à part l'électricité. Ça rentrait globalement dans le budget d'une tiny house qui peut être compris entre 20 et 80 000 € en fait. Le système d'habitat en tiny house, c'est de trouver plusieurs fonctions à chaque mobilier. Concrètement, nous, on a mis en place un système de tables rétractables, par exemple, et de bancs qu'on puisse ranger sous le coin de nuit. Ça nous permet d'avoir des assises, des systèmes de rangement
et également d'optimiser l'espace dans la cuisine avec des marches rétractables, etc. Donc c'est vraiment une conception assez poussée dans chaque détail pour chaque mobilier. La législation est encore assez floue sur ce système d'habitat en France, donc c'est vraiment se rapprocher des communes et des mairies pour développer le projet avec eux et leur montrer tout l'avantage de ce type d'habitat. Ben voilà, alors là on comprend très très bien le projet, hein. Une tiny house pas très chère parce que construite par lui-même, des aménagements très astucieux. Et il en a parlé également, une consommation énergétique optimisée au maximum. Dans son cas de figure, elle est complètement autonome. Donc, il récupère les eaux de pluie qui filtrent avec un système de filtration à l'intérieur de la tiny house. Il a des panneaux solaires qui l'alimentent en électricité et on a des toilettes sèches. Donc, il y a vraiment une autonomie totale de la maison pendant plusieurs mois si on veut. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ça vous dirait, vous, d'habiter une tiny ? Non. Moi, pour mes enfants, je mettrais bien un studio, et puis qu'ils puissent être indépendants, et ça peut être sympa pour les enfants, je trouve. Non seulement ça me dirait, mais en plus, je pense que c'est nécessaire, c'est une philosophie de vie. La tiny house, ça prône la consommation minimale et une vie un petit peu plus... un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Un grand défenseur de la planète, bravo Guillaume, bravo. Et alors notre notaire, alors il est... Moi j'aime trop la pierre. Ah oui, voilà, c'est ça. Et puis il n'y a pas de frais de notaire sur les tiny. Malheureusement. Voilà. Et tu disais Marie ? Ouais, par contre, le coût... de la tiny de Thibaut, de Thibaut, c'est pas du tout le coût de l'achat d'une tiny. Ah bah non. Voilà, parce il le dit, hein, c'est entre 20 et 80 000 euros. Oui, c'est ça, on est à 2 000 euros du mètre carré à peu près. Et par contre, on peut personnaliser sa tiny house. Donc on peut aujourd'hui choisir des tiny house pour les personnes à mobilité réduite ou avec des toits terrasses, des toits végétalisés. Donc c'est assez... Il livre ça sur des convois exceptionnels. Beaucoup d'innovation. Voilà. Et il pose ça avec une grue, c'est assez impressionnant. Bon, installation rapide, effectivement, ça peut être une très bonne habitation complémentaire pour ses ados ou pour un bureau ou des choses. Une salle de sport, une salle de musique. Voire une location si jamais on s'entend bien avec sa mairie. Exactement. Et puis en fonction des profils des acquéreurs, on peut acheter une tiny house complètement livrée, finie, ou alors une tiny house simplement hors d'eau, hors d'air, en kit, pour les gens qui sont un petit peu bricoleurs, pas autant que Thibaut Mallet, mais qui le sont quand même et qui voudraient essayer de construire par eux-mêmes. Et ça se situe où, ça, tiny, là, qu'on sache ? Alors c'est en Lozère, sur un terrain privé, sur le terrain de ses parents. C'est ça. Oui, donc ça a été plus facile. Plus facile. Et encore, malgré ça, ça a été... il a fallu qu'il fasse... ce phénomène de tiny house fait rêver. Hein. Jean-Sébastien, qu'on connaît bien, a été rencontrer Lucie, qui rêve, mais alors elle rêve, d'habiter une tiny house. Elle nous explique qu'elle a déjà tout pensé, elle a déjà tout prévu. Regardez, c'est assez édifiant. Qu'est-ce qui t'attire dans les tiny house ? Ce qui me plaît, c'est le mode de vie qui va tout autour. C'est le côté un peu vivre, c'est le côté minimaliste, de vivre avec l'essentiel et le fait d'être dans un petit espace mais hyper bien aménagé. Et je trouve qu'un espace très bien aménagé, c'est encore mieux qu'un appartement plus grand mais des fois moins bien aménagé et fonctionnel. Et je me suis dit, avec mon métier de décoratrice, le plus fou, ça serait de faire les plans de ma tiny house. Donc du coup, je me suis, on va dire, amusée à faire une modélisation de la tiny house un peu de rêve, quoi. Mais aujourd'hui, pourquoi ton rêve ne se concrétise pas ? C'est quoi qui bloque ? Actuellement, ce qui bloque, c'est le côté financier. C'est vrai que ça a quand même un certain coût, c'est quand même, il y a pas mal d'aspects techniques à prendre en compte. Il y a aussi des autorisations à avoir. Il faut trouver le terrain, il y a l'achat en elle-même de la tiny house. C'est au moins minimum à partir de 70 000 euros. Et après, il y a tout le coût éventuellement d'un aménagement intérieur si c'est vraiment particulier. Il faut vraiment être prêt à tout ça et mettre de côté suffisamment aussi. Ok. Ouais. Tu as déjà mis en place des actions pour te préparer à ce minimalisme ? J'y pense tous les ans, un peu quand je fais mon ménage de printemps. C'est ce qui me pousse un peu à arriver à me séparer des choses que j'utilise plus. Parce que du coup, le but, justement, c'est de ne plus avoir beaucoup de choses qui, au final, sont très matérialistes. Et c'est des choses auxquelles on dit toujours on ne sait jamais. Et au final, on n'en a pas besoin. Donc j'aimerais me concentrer sur les choses les plus essentielles pour moi, quoi. L'essentiel, c'est que de trouver un chez-soi qui nous ressemble et aménager comme on s'y sent bien, quoi. Voilà, c'est hyper important. Voilà, un aménagement qui nous ressemble. Donc effectivement, elle aime
les petits espaces aménagés à son goût. Elle a tout pensé, hein, elle est seule et sans enfants. Oui, seule et sans enfants. Après, Ouais. c'est vrai qu'on a des grandes maisons, on accumule beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est plutôt pas trop mal de partir sur des petits espaces, parce que plus c'est petit, moins on en met. Plus c'est petit, plus c'est mignon. Et plus c'est mignon. Voilà. Alors justement, Lucie, elle a un peu réalisé son rêve. On continue un peu cette interview parce que elle est fascinante, elle est vraiment touchante. Et donc, à défaut de tiny, comme on parle de petits espaces, elle a aménagé un van. Alors regardez, c'est aussi assez intéressant. Ça faisait depuis longtemps que je souhaitais avoir mon petit van pour me déplacer. Et du coup, ça m'est venu à l'idée. Je souhaitais faire un voyage en Europe. Ouais. Et c'est ce qui m'a aidé à franchir le pas, c'est de faire tout ce qui est l'aménagement intérieur. Donc, comme je suis passionnée du coup, par la conception 3D, je me suis amusée à faire mon aménagement que j'aurais bien voulu avoir. Et après, tu l'as réellement fabriqué. Exactement. Et après, il y a aussi des erreurs à ne pas faire quand on aménage un petit véhicule, c'est que il faut faire attention avec l'homologation. Moi, pour ne pas avoir à faire tout ça, pour le gaz, j'ai mis un petit camping-gaz qui est démontable. Pour l'eau, c'est un jerrycan avec de la pression où on pompe. Et après, pour l'électricité, j'ai investi dans une petite batterie nomade, en fait. D'accord. On peut accumuler de l'énergie, on le branche toute une nuit. Et puis ensuite, on peut brancher dessus un ordi ou alors une lampe torche. Pour l'isolant, j'ai acheté des plaques de liège que j'ai collées à l'intérieur. Donc le liège, c'est imputrescible, donc c'est évité pour tout ce qui est la moisissure. Par-dessus, j'ai mis des plaques de jean reconditionnées. Par-dessus, du coup, j'ai mis du contreplaqué. Un peu plus fin, histoire de pouvoir faire les arrondis. Les fenêtres aussi, tu as trouvé une petite astuce pour faire des volets. Voilà, on fait de la récupération, c'est-à-dire que dans la plaque, au niveau des découpes, l'intérieur de la découpe au niveau des fenêtres, du coup, je l'ai conservé, ça permet d'occulter pour la nuit. Pour le toit, on a fait une petite ouverture pour avoir un petit vasistas avec une petite moustiquaire pour pouvoir aérer aussi, parce que c'est important. En comptant l'achat du véhicule, les réparations dessus, plus aménagement, c'est dans les milliers d'euros. Hein. Ouais, ben voilà. Alors là, c'est intéressant parce que, bon, on n'est pas dans la tiny house qui est l'objet de cette première partie, mais on voit bien les aménagements. Bon, il faut avouer que philosophiquement, on est plus un retour à la vie nomade quand on va habiter ce genre de... Très minimaliste. Tout le monde n'est pas capable de vivre comme ça, ou alors en route pour des vacances, en road trip. L'idée de base, c'est ça, c'est de vivre plus simplement, avec moins de choses au quotidien et avec un impact carbone le plus faible possible, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Une nouvelle philosophie. Une nouvelle philosophie. Bon, alors merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va voir en deuxième partie comment aménager justement les petits espaces à l'image de ce que nous a montré Lucie, dans les appartements des grandes villes, en particulier à Paris, sous les combles. Il y a plein d'astuces. On recevra un architecte qui nous expliquera plein de détails en troisième partie. On aura également, je vous le rappelle, Maxime Banane, qui nous parlera de la banane de la semaine. Alors, est-ce que ce sera un petit espace ? On ne sait pas encore, mais il nous réserve la surprise. En tout cas, Dorothée est allée enquêter pour nous donner encore, dans cette partie, une bonne vision de ce que c'est que la tiny house. A été enquêtée chez un des fabricants français les plus importants. Mais d'abord, avant ce reportage, le petit récap de cette partie. Aujourd'hui en France, il existe énormément d'habitats dits alternatifs sur le territoire. Parmi eux, on recense environ 5000 tiny houses. Le marché est en forte croissance avec une augmentation des demandes entre 10 et 20% sur les dernières années. Les tiny houses sont composées à 70% de résidences secondaires ou de logements touristiques et 30% d'entre elles sont envisagées comme des habitations principales, notamment chez les personnes attirées par un mode de vie minimaliste.